citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. Ça va, Cécile de Minibus? Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Et vous? Ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble. Ah bah oui, et vous me supportez encore. Et vivement la 3e. Avec bien entendu nos co-animateurs, voilà, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On monte en grade, hein, vous avez vu ça, Aurélie Gros? Si vous voulez que je vous dise, c'est un peu la vérité quand même. Tout ça ne se fait pas sans vous. Le G500, cette ONG citoyenne qui aujourd'hui travaille au quotidien pour apporter des vraies solutions, pour transformer en tout cas des actions en opérationnel. Alors vous savez quand même que là en ce moment la France est un peu tourneboulée. Hein. C'est-à-dire de quoi il y a un gouvernement mais qui attend un peu d'être confirmé. Vous savez, c'est un peu compliqué de faire avancer un certain nombre de sujets. L'Assemblée nationale a arrêté de fonctionner, le Sénat est quasiment au ralenti, donc c'est pas facile. Mais par contre oui, on a fait avancer nos 40 résolutions. Puis vous le savez, on a fait une très très belle émission la semaine dernière. Oui, ça tombe bien, j'étais là. Et on a annoncé, grâce à vous, le prochain sommet citoyen dans un an, 12 au 14 juin à Lille. Exactement. Dans le Schnorr. Ça va, Aurélie? Oui, tout à fait. J'allais rajouter, rythmé par plein de réunions thématiques sur l'ensemble des territoires français. Donc il va falloir fédérer, et grâce à vous, grâce à toutes ces associations qui s'engagent, je pense qu'on aura encore de belles résolutions pour ce prochain sommet citoyen. Et bien voilà, au sommaire de cette émission en tout cas, la pêche illégale représente environ 11 à 26 millions de tonnes de la pêche annuelle mondiale. Plus de 800 millions de personnes dépendent aujourd'hui de la pêche. La ressource halieutique est menacée par la surpêche et la pêche illégale qui représente 28% des captures mondiales, ce qui entraîne la surexploitation des océans, la destruction des écosystèmes et qui menace la sécurité alimentaire et l'économie des produits de la mer. Lamia S. Salami, présidente de Sea Shepherd France, sera avec nous pour en parler. En 2022, 167 personnes, majoritairement des femmes, ont été refusées avec leur chien guide dans des lieux publics, surtout dans les transports et le tourisme. Le rapport de l'Observatoire de l'accessibilité à ce sujet est consternant. Des refus hors la loi dénoncent un rapport. Parmi elles figurent 120 personnes handicapées, 46 familles d'accueil qui s'occupent de ces chiens lorsqu'ils sont en bas âge et un éducateur canin. Fanny Lemaine, présidente de l'association Power Dog, est avec nous pour en parler. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix citoyennes. Merci beaucoup. On est là jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et notre invitée, Lamia S. Salami, présidente de Sea Shepherd France. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation avec vous, Stéphane Pellet. Un sujet dont on parle assez peu et pourtant, quand on regarde les chiffres, il est assez dramatique. Oui, alors d'ailleurs, j'ai envie d'abord, avant de commencer, de reprendre la formule qui est très très belle de Sea Shepherd. Vous nous redirez d'ailleurs s'il faut prononcer comme ça autrement ce que ça veut dire exactement. Si tu es prêt à risquer ta vie pour sauver une baleine, alors viens à bord. Alors bon, après, on peut faire plein d'humour, c'est qui la baleine, mais je veux bien monter à bord. On va rire comme des baleines là. Donc vous êtes cofondatrice avec Greenpeace et un certain nombre d'autres, on va dire institutions du monde finalement de la protection des océans, Conservation Society. Le capitaine Watson donc est devenu une sorte de stratège anti-braconnage et anti-chasse à la baleine, donc il est très connu dans le monde. Et vous avez, vous êtes embarqué finalement dans cette belle aventure. Faudrait que vous me racontiez, parce que je pense que c'est assez complexe comme histoire humaine déjà, et puis aussi que vous nous disiez comment vous agissez pour les océans, bien sûr, pour sauver un certain nombre d'animaux, mais aussi pour maintenir les fameuses ressources de la pêche. C'est essentiel pour moi, en tous les cas, le Marseillais de l'équipe, qui peut vous dire que j'aime vivre auprès des pêcheurs. Mais alors justement, cette belle aventure, pour vous, ça commence quand? Et quel est finalement le déclic? Alors, effectivement, cette question, es-tu prête à risquer ta vie pour sauver une baleine? C'est la question que m'a posée le capitaine Paul Watson quand je l'ai rencontré à Paris en 2005. Donc moi, j'avais déjà envie de m'engager pour la planète, puisque j'avais repris des études pour faire un master en sciences de l'environnement. Donc c'est pas né avec ma rencontre avec Paul Watson, mais par contre, c'est vrai que le jour où je l'ai rencontré, j'ai entendu un discours qui sort clairement des sentiers battus, qui dépasse la seule protestation. C'est vrai que les actions phares qui ont fait connaître Sea Shepherd, c'est des actions assez coup de poing, comme le fait de couler des baleiniers à quai, par exemple. Donc des baleiniers qui étaient illégaux,
qui étaient tous illégaux et qui agissaient en fait en toute impunité, tout comme le Japon l'a fait pendant des années dans le sanctuaire baleinier antarctique, qui est un sanctuaire international, où le Japon viole chaque année le sanctuaire et viole le moratoire international sur le commerce de viande de baleine. Et donc là, typiquement, c'est des campagnes qui ont duré 12 ans, qui ont énormément contribué à faire connaître Sea Shepherd, parce qu'il y a une série télé américaine qui s'appelle Whale Wars, qui a été déclinée en France sous le nom de Justicier des mers, donc qui nous a suivis pendant toutes ces années en Antarctique, où ce qui est dramatique quand même, c'est qu'on était les seuls à s'interposer face aux harpons et aux baleines dans un sanctuaire. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de Sea Shepherd, c'est l'intervention. Le fait de ne pas juste protester. Et donc moi, c'est ce qui m'a plu très clairement quand j'ai rencontré Paul Watson et que j'ai connu Sea Shepherd, parce que j'ai aussi un tempérament combatif et que ça correspond à ça. Vous disiez en introduction que on parle très peu du sujet de la pêche illégale et puis même plus globalement de la destruction de l'océan. Alors effectivement, c'est vrai et c'est dramatique. Et je trouve que ça l'est d'autant plus en France parce que, je ne sais pas si vous en avez tous conscience ici, mais la France, c'est quand même la deuxième puissance maritime mondiale, la deuxième surface maritime mondiale. Avec plus de 10 millions de kilomètres carrés. On est présent sur tous les océans de la planète. Et donc, en fait, on a une responsabilité qui est colossale, dont moi, je n'avais pas conscience quand j'ai fondé l'antenne française en 2006. Je l'ai compris après coup. Et je cite souvent Éric Tabarly, parce que je trouve qu'il met très bien en lumière cette problématique quand il dit le problème c'est que pour les Français l'océan c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leurs serviettes de bain sur la plage. Voilà. Donc on est complètement déconnectés. Ce qu'ils ont dans le dos s'ils sont allongés sur le ventre évidemment. On en rit mais c'est dramatique. Non mais oui, et puis en fait finalement je pense que un des problèmes aussi s'entend assez bien dans la sémantique qu'on emploie souvent, c'est-à-dire qu'on parle de ressources, on parle de stock. On ne considère pas suffisamment l'océan comme un milieu vivant, comme le fait que si l'océan meurt, nous mourrons, comme le fait qu'avant d'être une ressource de protéines, les poissons sont surtout les ouvriers absolument indispensables de cet organe de régulation du climat qui est l'océan. Et c'est pour ça que notre leitmotiv vraiment à Sea Shepherd, c'est si l'océan meurt, nous mourrons. Et c'est très important de prendre connexion, de prendre conscience de ça. Sur les politiques publiques, justement, puisque vous pointez la France et vous le faites assez justement, on entend assez peu de sujets qui sont liés, en tout cas, au littoral, ou alors c'est vraiment les maires ou les départements qui s'en chargent, mais au plus haut sommet de l'État, on entend assez peu en tout cas, de mise en place de choses de politique publique, justement. Non, en fait, ce qu'on voit, c'est que là où les lignes bougent, c'est sur des sujets qu'on arrive à médiatiser. Par exemple, le cas des captures de dauphins dans le golfe de Gascogne, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une problématique qui existe depuis longtemps. Nous, on a commencé à y travailler en 2018. On a fait des actions, des actions coup de poing, en exposant des cadavres de dauphins dans les centres-villes. Et on s'est rendu compte, en faisant ça, que là encore, il y avait une déconnexion totale du grand public avec ce qui se passe en mer, puisque même dans des villes côtières comme La Rochelle, on a des gens qui nous disaient mais on comprend pas, il n'y a pas de dauphins en France. Ah oui, c'est assez catastrophique. Et il y avait un déni dans le secteur de la pêche. Où en fait des pêcheurs nous disaient mais non, en fait ce sont les tempêtes qui tuent les dauphins, nous on n'est pas responsables, etc. Donc aujourd'hui ce discours-là il est plus audible du tout. Il y a beaucoup de pêcheurs qui se rendent compte qu'il va falloir qu'on trouve des solutions dans l'intérêt des dauphins mais aussi dans le leur. Mais tout ça n'a été possible que au bout de plusieurs années de batailles juridiques, parce qu'on a dû attaquer l'État pour carence, et de batailles médiatiques. Il a fallu que l'opinion publique se saisisse de l'enjeu pour que aussi le Conseil d'État, l'année dernière par exemple, opte pour une fermeture spatio-temporelle, c'est-à-dire une fermeture temporaire du golfe de Gascogne aux bateaux qui sont impliqués dans les captures. Et je précise que si on en est arrivé à une situation, à une mesure aussi drastique, c'est parce que pendant des années, il a été impossible de discuter, d'échanger autour de la table avec les pêcheurs, les scientifiques et les ONG pour trouver des solutions qui justement auraient été moins radicales,
mais efficace, sereine. Et donc là, on est dans une situation d'urgence où il a fallu absolument fermer, et c'est pas fini. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec ce sujet passionnant et qui mérite en tout cas d'être débattu. Allez, on offre un petit jeu, voilà, on offre un petit cadeau, qui est même un très gros cadeau, bien sûr, mais on va vous offrir, si vous aimez bien entendu le sport, vous allez peut-être pouvoir partir aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et nous vous offrons pour aller voir du handball. C'est le 10 août à 10h au stade Pierre-Mauroy à Lille. On va vous offrir 6 places d'un côté et 6 places et 4 places de l'autre. Alors, on va vous donner un chiffre entre 0 et 10. Donnez-moi un chiffre entre 0 et 10. 7. Stéphane Pellet. Stéphane Pellet? Entre 0 et 10 aussi? Oui. Eh bien, je dirais 2. Deuxième appel au standard pour 4 places le 10 août à 15h au stade Pierre-Mauroy à Lille, et vous m'avez dit 7e appel au standard pour 6 places, et c'est offert par Sud Radio et le collectif Handicap Visuel, bien entendu. Vous pourrez... Et ça fait rêver parce que c'est la petite et la grande finale de handball féminin, et là les Françaises auront à mon avis au moins une médaille de bronze, mais vraiment hors taxe. Et vous allez pouvoir faire plaisir à quelqu'un puisque vous allez accompagner une personne en situation de handicap visuel. Voilà, et c'est une opération solidaire, et en plus ce sont les JO, donc on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, effectivement, cofondateur du G500, avec une belle association aujourd'hui sur la pêche illégale qui représente environ 11 à 26 millions de tonnes de la pêche annuelle mondiale. Et pour en parler, Lamia Esselmami qui est avec nous, présidente de Sea Shepherd de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous disiez il y a quelques instants, pour marquer les esprits, il faut faire des choses extraordinaires, et pourquoi cette prise de conscience se fait aujourd'hui si tard, si toutefois il y a déjà prise de conscience, ou j'imagine pas assez à votre vue de votre fenêtre. Est-ce qu'il n'y a pas une pédagogie d'abord aussi à faire en matière d'éducation pour les enfants, et comment les citoyens peuvent aussi se mobiliser avec vous? Alors oui, il y a une prise de conscience, on peut pas nier ça. Moi, quand je fais le recul que j'ai de 20 ans, puisque ça fait maintenant 20 ans que je suis engagée, je vois bien quand même que les gens se rendent compte qu'il y a un problème, pas encore à la hauteur de l'enjeu, très clairement. Et sur la question de l'éducation, de la sensibilisation, il y a une énorme marge de progression. Que ce soit à l'école, dans les lycées maritimes ou auprès du grand public. Les médias ont aussi un rôle important à jouer par rapport à ça. Et maintenant, je trouve aussi que les actions de Sea Shepherd, je suis désolée, il y a mon chat qui s'invite sur le bureau. Ah non, mais laissez, choupi. C'est une émission spéciale animaux. Vous avez lancé 4 Shepherd après. On reste dans le thème. Les actions de Sea Shepherd, comme elles sont coup de poing et comme elles font parler aussi de certains enjeux dont on n'entend pas parler habituellement, elles permettent de braquer les projecteurs et de susciter aussi énormément de curiosité chez les gens qui ensuite vont aller se renseigner. Je paraphrase le capitaine Paul Watson qui dit justement une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. Et c'est ça aussi qui a fait qu'on a eu cette émission de télé aux États-Unis. C'est parce qu'il y a des actions vraiment qui sortent de l'ordinaire, et c'est un outil de communication et de sensibilisation qui est hyper. Lamia, vous avez parlé du golfe de Gascogne avec les dauphins. On sait qu'il y a certains jours où les pêcheurs français arrêtent de pêcher dans le golfe de Gascogne. On en avait parlé d'ailleurs dans Les Vraies Voix il y a quelques temps. Vous avez parlé des baleines dans l'Antarctique, avec notamment le problème de la pêche par le Japon. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'à l'époque, on avait interdit la pêche, et ça nous concerne en France, du thon rouge de Méditerranée. Alors, on l'a pas interdit, on a drastiquement réduit. C'est ça, exactement. C'est ça. On a réduit les quantités drastiquement, exactement. Oui, parce qu'en fait, en l'espace d'une vingtaine d'années, on a surpêché 90% de la population du thon rouge en Méditerranée. Il faut avoir à l'esprit qu'en fait, 80% des thons rouges qui sont pêchés en Méditerranée sont exportés au Japon. Et donc, c'est parce que ça répond à une énorme demande pour des sushis avec des poissons qui atteignent des centaines de milliers d'euros
par poisson parfois. Donc c'est cette pression-là qui a fait que des thons rouges qui ont nourri les pays méditerranéens pendant des siècles ont été au bord de l'extinction à cause justement de cet appétit en thon rouge du marché japonais. Est prêt à payer beaucoup d'argent pour ça. Justement, Lamia, vous nous avez pas tout à fait répondu sur les citoyens. Vous avez parlé de l'éducation, ça c'est important, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On arrête de manger du sushi, Non, on fait quoi exactement? Parce que, vous savez, nous, les gens qui habitons au bord de la mer, par exemple les Marseillais, on considère vraiment que la mer, c'est notre mère. C'est-à-dire que c'est la mer nourricière à tout point de vue. Et du coup, on a du mal à imaginer qu'on n'y trouve pas finalement de quoi se satisfaire, on va dire. Vous savez, la mer Méditerranée, c'est malheureusement la mer la plus sûre. Oui, je sais bien. Oui. Et en fait, il y a une vraie problématique avec la surconsommation de poissons. Aujourd'hui, on mange beaucoup trop de poissons. Les Français mangent 7 fois plus de poissons que la moyenne mondiale. Donc, il y a aussi une histoire de quantité. Très clairement, et sur une planète où il y a 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards d'êtres humains qui voudraient manger des poissons comme on le fait nous, c'est tout simplement pas jouable. Donc il y a une réflexion à avoir par rapport à ça. Maintenant, d'ailleurs, la première menace aujourd'hui qui pèse sur l'océan, c'est la surpêche. Aujourd'hui, ce sont les filets de pêche qui tuent le plus de baleines et de dauphins, par exemple. Tout est lié en fait dans l'océan. Donc vraiment, ce qu'on met dans son assiette, pour le coup, qui est une pêche accidentelle aussi. C'est ça. Qui est une pêche dite accidentelle, mais en fait, quand ça concerne des milliers d'individus et que c'est prévisible et évitable, ça devient une pêche structurelle. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas ciblé, mais c'est quelque chose de structurel qu'on pourrait éviter et qu'on ne fait pas parce qu'on est dans une problématique de surpêche. Maintenant, sur la question de comment est-ce que les citoyens peuvent s'investir, en fait, souvent quand on nous demande comment est-ce que moi je peux aider, ma réponse à ça, c'est en fait, vous êtes les mieux placés pour savoir comment aider. Parce que moi, ce que je vois au niveau de Sea Shepherd, c'est qu'on a des gens qui nous rejoignent, qui ont des profils extrêmement différents. Et puis, il n'est pas nécessaire d'être prêt à risquer sa vie en Antarctique pour contribuer, heureusement. Il y a mille et une façons de le faire. On a des professeurs, on a des avocats, on a des artistes qui contribuent à leur façon en faisant en fait ce qu'ils savent faire de mieux, ce qu'ils aiment faire, en le mettant au service de cette cause qui nous dépasse tous, qui nous transcende tous et dont on dépend tous. Et c'est aussi l'avenir de nos enfants, s'il est nécessaire que je le rappelle. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde en fait dans ce mouvement, dans cette cause. Lamia, chose importante, vous avez une boutique en ligne aussi, ce qui est important parce que il faut financer toutes ces missions et ça passe aussi par là. Oui, effectivement, on a une boutique en ligne, Sea Shepherd Shop, et puis on accepte des dons. D'ailleurs, nos actions sont financées exclusivement par des dons. On n'a aucune subvention publique parce qu'on tient à notre liberté de parole et d'action. Comme nous. Voilà, c'est important. Vous avez raison. Donc ce que vous demandez, c'est, parce que je le dis avant que Philippe David le dise, donc vous demandez que les Français se jettent à l'eau, quoi. J'aime beaucoup le ton de la question. Vous pouvez nous rappeler le site internet. C'est seashepherd.fr. C'est simple, mais il faut quand même expliquer comment on écrit Shepherd. Comme berger en anglais. Sea Shepherd, et par contre, il y a 2 H. Donc c'est SEA-SHEPHERD.fr. Donc c'est vrai que c'est un nom anglais qu'on connaît pas trop, donc souvent le nom se fait citer. Mais on a choisi de pas le traduire en français, même si l'organisation française est aujourd'hui l'antenne la plus dynamique de tout le mouvement Sea Shepherd. Bravo, Madame la Présidente. Cocorico quand même, c'est chouette parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est une nation maritime extrêmement importante et donc c'est un enjeu national qui devrait vraiment être mis en avant. Merci beaucoup, Samia Essemlali, présidente de Sea Shepherd, SHEPHERD France. Merci à vous. Et on mettra de toute façon l'adresse sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et longue vie à cette belle association. Et dans un instant, un sujet important aussi, puisqu'en 2022, 167 personnes, majoritairement des femmes, ont été refusées avec leur chien guide dans des lieux publics. On va comprendre pourquoi et on en parle bien sûr dans un instant dans Les Vraies Voix Citoyennes. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Comme tous les lundis soirs, de 19h à 20h, ce sont les vraies voix citoyennes avec le G500 citoyen, ma chère Cécile, qui est maintenant Aurélie Gros, Stéphane Pellet, le G1600 combien? Non, 2300. 2300, oui, pardon.
J'en avais 700 de retard. T'as du mal à compter, hein. Qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? Ouais, j'ai le cerveau lent. C'est marrant, quand il y a des saucisses dans un plat, il sait compter, vous inquiétez pas. Je peux vous lire une formule ou pas? Bien sûr, vous pouvez lire une formule. Vous allez trouver peut-être qui est-ce. N'ayez jamais peur de faire ce qui est juste, surtout si le bien-être d'une personne ou d'un animal est en jeu. Martin Luther King. Oh là là, bravo. Non, mais là, bravo. Non, mais là, bravo. La particularité, c'est que c'est marqué sur mon document. Mais moi aussi, mais j'ai pas regardé. Voilà, c'est ça le principe. Vous avez vu, je suis très honnête, je suis très honnête. Et avec nos invités, Fanny Lemaine, qui est avec nous, présidente de Power Dog. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et nous avons aussi James Lefort, qui est avec nous. Bonsoir. Enchantée. Et puis, dans un instant, Séverine et Franck Cousin seront avec nous. Ce qui est important de dire, forcément, Aurélie Gros, le sujet sur, effectivement, l'aide à des personnes qui ont une mobilité réduite. Ces chiens sont très importants et il y a un enjeu puisque on se demande pourquoi, dans certains lieux, certaines personnes qui arrivant avec leurs chiens sont refoulées, ce qui est quand même surréaliste. Ceux qui ont le droit d'avoir un chien, déjà, et sans faire de concurrence à Monsieur Pelé, puisqu'il a décidé d'intervenir dans ma partie. Je le remercie. Vous l'appelez monsieur maintenant. Oui, tout à fait. Parce que Stéphane, c'est monsieur. Je pense, justement, c'est la soirée des citations, mais peut-être parce que le sujet en vaut le coup aussi. Et je vous demanderai pas qui c'est, mais c'est Lamartine qui disait « On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur où on n'en a pas. » Et ça va très bien avec ce que vous dites, Cécile. Et quand j'ai rencontré Power Dog et qu'on a échangé pendant quelques minutes sur leur association, ce qui est beau, c'est que eux, ils croient dans un monde où chaque personne en situation de handicap, chaque personne qui a un besoin peut bénéficier de l'assistance et du soutien d'un chien, bien sûr, formé avec amour et expertise. Et donc, j'en ai particulièrement ravie de vous avoir à nos côtés. Là, on voit pas, pour nos auditeurs en visio, on voit pas l'ami, mais on va le montrer tout à l'heure. On va avoir l'aide de l'assistant de choix. C'est important aujourd'hui parce que beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité d'avoir un chien d'assistance, et vous, ce que vous proposez, c'est très beau. Donc expliquez-nous un peu comment est née cette formidable aventure. En fait, j'ai commencé moi en étant en situation de handicap. J'ai commencé à voir que mon propre chien de famille en fait commençait à alerter mes crises en avance. M'aidait pour ma mobilité réduite, et en fait j'ai continué à l'entraîner comme ça. Il a eu la chance de pouvoir devenir chien d'assistance. Et à sa... Chien de famille par rapport à chien d'assistance, ça veut dire que c'est un chien éduqué pour aider l'autre. C'est ça, légalement en fait, un chien de compagnie, quand c'est interdit, aux chiens n'ont pas le droit de venir. Un chien d'assistance a le droit. Les seuls endroits où ils peuvent être refusés, c'est dans les cuisines et dans les salles aseptisées. Oui. Et c'est inscrit dans la loi depuis 1987. Oui. Et vous rentrez partout avec votre chien aujourd'hui ? Alors oui. Mais ça dépend. Parce que beaucoup d'agents de sécurité ne sont pas formés, beaucoup de personnel ne sont pas formés, et il faut souvent batailler. Et moi, j'ai entre guillemets la chance d'avoir un handicap visible, parce que il y a eu beaucoup de refus d'accès, tout simplement horribles, pour des personnes avec un handicap invisible, où on les regardait de haut en bas en disant je vois pas de personne handicapée ici. Comme James, ça lui est déjà arrivé avec son propre chien d'assistance. Et pourtant, ils aident autant que pour un chien à mobilité réduite. Et d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant de dire aux auditeurs qu'est-ce qu'un chien d'assistance. Ça ne sert pas qu'aux personnes malvoyantes, globalement. Non, voilà. Ça peut servir à tout type de handicap. C'est en fait des chiens qui vont être là pour pallier au handicap de la personne. Ça peut être pour de l'épilepsie, pour de l'autisme, pour de la mobilité réduite, pour du diabète,
pour tout un tas de choses. Aussi pour des pathologies psychiatriques. Alors vous le disiez tout à l'heure, je vous coupe, pardon, de dire que un chien peut agir en amont d'une crise, par exemple. Oui, tout à fait. Et ce qui est quand même assez formidable. Oui, complètement. Il y a des chiens qui vont le faire, en fait, qui vont, par exemple, pour une crise d'angoisse, ils vont associer plusieurs choses d'eux-mêmes. Ils vont en fait associer que il y a un changement de comportement. C'est ça, un changement de comportement. Nous, on va les aider dans ça. Donc, en fait, en ciblant chaque changement de comportement, le changement d'odeur, le changement de rythme cardiaque, le changement de comportement. Et en fait, le chien, après, va pouvoir petit à petit, en fait, alerter plus en avance. Et en fait, ça fonctionne. On fonctionne surtout par du nosework, donc c'est du travail à l'odeur. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Oui, James. Le mécanisme d'association, le chien, on lui apprend pas. Le chien, quand il détecte les crises d'angoisse, que ce soit les crises d'angoisse, l'épilepsie, il va pas détecter dans l'objectif d'aider la personne. Souvent, c'est que le chien va associer les éléments type changement d'odeur corporelle, changement de comportement. Chez les personnes autistes, moi notamment, ça va être tout ce qui va être stéréotypie, donc grattage à sang, etc. Et le chien, il va associer ses comportements à une situation stressante, qui est la crise du coup. Ouais. Et c'est là que le chien va commencer à ce qu'on appelle alerter, mais en réalité, le chien réagit à du stress. Et c'est important, comme disait Fanny, de travailler la chose, puisqu'on peut pas rester sur un chien qui du coup est stressé. On va apprendre au chien on va le désensibiliser à la crise, qu'elle soit, et on va lui apprendre à alerter, entre guillemets, d'une bonne manière, puisqu'on a des chiens qui aboient, et c'est pas forcément la meilleure manière d'alerter. Il y a des chiens qui vont poquer, donc c'est taper avec leur museau sur la cuisse ou le bras. Il y a plein de manières d'alerter, et surtout le vrai but est que eux prennent du plaisir, et en fait eux souvent sont contents d'alerter parce que ils savent qu'après il y a des câlins, il y a des friandises, il y a plein de choses cool qui arrivent. Oui, le but c'est d'associer la crise à quelque chose de positif. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire qu'ils alertent. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous avec votre chien d'assistance, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le chien va quand même aboyer plus loin pour prévenir qu'il y a un problème ? Comment ça se passe ? Alors ça dépend de la formation que le chien a reçue. Oui. Ça dépend aussi des besoins du bénéficiaire. Je sais que moi, il y a une période, ma chienne était formée pour aller chercher de l'aide. Maintenant, c'est plus le cas puisque j'ai plus besoin d'aide pendant les crises. Mon handicap, il est évolutif. Mais effectivement, c'est possible d'apprendre aux chiens à aller chercher un membre de la famille, notamment pour les chiens, je pense aux chiens de l'association Acadia, qui sont formés à soit aller chercher un membre, soit appuyer sur un bouton qui va sonner une sonnette dans la chambre familiale. Pour les enfants diabétiques. Oui. Donc il y en a qui sont formés à la maison à intervenir, oui. Mais ça doit coûter énormément d'argent de former un chien, parce que il y a tellement de formations à vous entendre pour les épileptiques, les chiens guides d'aveugles, etc. Comment est-ce qu'on les forme ? Combien de temps ça prend ? Et puis combien ça coûte ? Money, combien ça coûte ? Mais d'abord, quel type de chien ? Votre association, c'est gratuitement, vous fournissez des chiens gratuitement. Et ça coûte combien, en fin de compte, de former ces chiens, entre l'achat du chien, la formation, comme tu disais ? Pour former un chien, on compte environ 1 an et demi, 2 ans en fonction du chien. Et on peut en former un seul à la fois, probablement. Alors ça dépend de la. Nous, on forme un chien tous les 6 mois. Parce que pour le moment, je suis la seule éducatrice canine. Mais quand on aura d'autres éducateurs, en fait, on prend un chiot en fait tous les 6 mois. Et on est sur 7 000 € en étant éducateur bénévole. Et pour les 2 ans de formation, pour un seul chien, c'est 7 000 €. Et il est remis totalement gratuitement à la personne. Elle n'a rien à débourser pour le recevoir. Mais parce que vous n'êtes pas rémunéré. Si vous étiez rémunéré, ce serait beaucoup plus cher. Oui, on serait plus de l'ordre de 15 000 €. Ah oui. Et alors, quel type de chien aujourd'hui, Stéphane, quel type de chiens aujourd'hui ont plus d'aptitudes que d'autres ? Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de labrador. Souvent on prend du retriever, donc golden, labrador, flat, parce que c'est des chiens de rapport et du coup ils vont plus naturellement rapporter des objets. Après, sinon il y a le caniche qui fait du bon chien d'assistance. Nous, pour les chiens de mobilité, on a besoin que ça soit des chiens de grande taille. C'est des chiens qui vont aider les personnes à marcher, à se garder en équilibre, etc. Là, on se tourne vers du Bouvier des Flandres ou du berger allemand ancien type. J'aimerais juste prendre sur la question de la race qui est choisie. Bien sûr. On sélectionne aussi. Il faut savoir que toutes les races ne sont pas. On choisit pas uniquement en fonction de la race. Il y a aussi des critères au niveau du comportement.
du chien en fonction de si le chien est plus ou moins sensible. Donc il y a des races par exemple comme les chiens de berger qui sont donc des chiens de travail. Donc en général ça va être des chiens qui vont avoir envie de travailler, ça va être de bons chiens d'assistance, mais malheureusement ce sont des chiens qui sont très sensibles. Et donc souvent on a tendance à moins les sélectionner parce que ce sont des chiens qui sont plus subjects à développer des troubles du comportement liés au stress, de la réactivité, tout ça. Allez, on va revenir dans un instant, on fait une petite pause parce que malheureusement le timing, on va revenir justement sur cette formation et comment ça se passe. Voilà, 0826 300 300 si vous voulez bien entendu partager ou poser des questions, vous êtes les bienvenus. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. On est ravis de vous accueillir ce soir avec un sujet plutôt très important puisqu'on va parler de ces chiens d'assistance. J'en ai un sur les genoux. Oui. David, là, on est 3 au niveau des animateurs. Il y a un nouveau co-animateur. Alors, moi, j'avais proposé qu'on fasse sortir Philippe David et qu'on le mette à ta place. Écoutez, allez-y, il n'y a pas de problème. Martin Luther King a dit les animaux et les hommes. Cette belle association qui s'appelle Power Dog avec nos invités ce soir, et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation avec je suis trop loin, avec Fanny Lemaine, fondatrice de présidente de Power Dog, James qui témoigne, et on a maintenant une famille d'accueil, Séverine et Franck Cousin, bonsoir. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Donc vous êtes famille d'accueil, donc de UPSI, qui est là. Donc ce soir c'est nous qui l'accueillons. Alors comment ça se passe déjà? Comment vous avez rencontré Power Dog et comment vous êtes devenue famille d'accueil? Alors Power Dog, j'ai rencontré parce que la maman de Fanny est une collègue. Qui m'a remplacée lors d'un arrêt. Voilà, parce que je suis enseignante. Et un soir, en sortant de l'école, j'ai croisé Fanny avec la petite Tuxie sur ses genoux. Et ma dernière de la fratrie, qui a 9 ans, a craqué sur une fille. Et c'est là qu'ils m'ont annoncé qu'ils cherchaient une famille d'accueil. Voilà. Et du coup, je suis rentrée le soir à la maison. J'en ai parlé à mon mari. On a pris une nuit pour réfléchir et le lendemain matin, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Du moins, votre mari a pris une nuit pour réfléchir, mais vous aviez déjà réfléchi. Mais faites quand même gaffe à Cécile de Ménibus parce que je crois qu'elle veut devenir famille d'accueil. Je suis très embêtée. Une petite question à Fanny et à James, ce qui est important. Ce chien, par exemple, Fanny ou James, comment on peut savoir si il est adapté ou s'il sera adapté à la personne qu'il va pouvoir ou qu'elle va pouvoir aider? Alors déjà, en fonction de sa formation, s'il montre des problèmes de comportement qu'on juge pas réparable en chien de compagnie, oui, mais pas en chien d'assistance. Par exemple, de l'agressivité envers l'humain ou de l'agressivité avec les autres chiens. Et sinon, c'est durant son éducation ou un problème de santé, une dysplasie des hanches, des choses comme ça. En ce qui concerne, j'ai envie de dire, au-delà, plus loin que le handicap, je veux dire, le lien entre le chien et la personne, j'ai envie de dire, ça va être surtout au niveau du tempérament du chien. Est-ce que l'enfant ou la personne va avoir besoin d'un chien plutôt calme, plutôt énergique? Oui, vous choisissez un peu votre bénéficiaire, c'est-à-dire que vous adaptez et vous n'allez pas proposer un chien à quelqu'un qui ne correspondrait pas. Par exemple, on forme des chiens pour les personnes autistes, notamment. C'est important, par exemple, de choisir aussi la race et le chien en fonction de la texture de son poil, parce que tous les poils, par exemple, pour les personnes autistes, on va avoir des difficultés sensorielles et du coup, ça va être compliqué, par exemple, de gérer certaines textures, notamment le poil du chien. Ah oui. Mais est-ce que par exemple, il y a des humains qui sont pas compatibles entre eux? Ça peut être le cas entre une personne en situation de handicap et un chien qui sera très bien avec quelqu'un d'autre. Exactement. Des fois, juste le courant passe pas. C'est pour ça que déjà on rencontre les bénéficiaires avant, on reste en contact pendant un moment pour essayer de déjà comprendre le caractère, les besoins, etc. Et après, en fait, en fonction des chiots qu'on a, et on va voir si à un moment il y a un caractère d'un chiot qui convient. À ces 1 an, on va faire rencontrer la personne, voir si le feeling passe ou pas, et en fonction, on va commencer une remise ou non. Mais on fait vraiment en fonction du chien et des personnes. Et juste Séverine, si elle nous entend toujours,
Oui, je suis toujours là. Comment ça se passe, famille d'accueil? Vous devez, il y a des choses en particulier que vous devez faire, socialiser le chien, j'imagine en famille, mais c'est quoi vos entre guillemets contraintes? Parce que c'est difficile de parler de contraintes quand on voit la peluche, mais c'est quand même une responsabilité. Voilà. Donc c'est une responsabilité. Les contraintes, elles sont assez. Enfin, à mon niveau, je trouve faible. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un cours par semaine d'éducation canine avec Fanny. Donc, en fonction de mes disponibilités, elle s'adapte énormément. Et après, nous, on éduque Upsi au quotidien comme un chien de famille, avec des petits exercices que nous donne Fanny à travailler. Voilà. La plus grosse contrainte finalement, c'est de le laisser partir, ce chien. C'est ça le problème. Exactement. Ouais. Exactement. L'importance de cette partie familiale pour un chien. D'abord l'humain, le contact avec l'humain, mais l'importance aussi des familles d'accueil, parce que on peut faire ou pas vriller un chien peut-être. Oui, tout à fait. On fait très attention au choix de nos familles d'accueil. On les rencontre plusieurs fois. Il y a un dossier qui est rempli, etc. Des contrats qui signent. Mais ça reste. On arrive à bien cerner les familles pour le coup. Et sinon, oui, c'est un gros travail qu'on leur demande, parce qu'on leur demande de suivre nos indications. On leur demande aussi de les emmener partout, que ce soit en course ou dans des situations très différentes. C'est ça. Ouais. En fait, il faut qu'il vive dès le début sa vie qu'il aura avec son futur bénéficiaire. Alors, comment on peut vous aider financièrement? Voilà, c'est ça. C'est parce qu'un chien, ça coûte très cher. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on vit que par les dons et les mécénats. Du coup, si jamais vous voulez faire un don, vous pouvez le faire via notre site internet, et aussi dont on va rappeler l'adresse. C'est assopowerdog.fr. Voilà. Et puis si vous voulez aussi être famille d'accueil, vous pouvez être, si vous souhaitez être famille d'accueil ou bénévole, ou aussi famille relais. C'est des familles qui prennent le chien un week-end, une semaine, le temps où la famille d'accueil ou le bénéficiaire ne peut pas le garder. N'hésitez pas à nous contacter, pareil, sur notre site internet. Et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'on appelle à l'aide aussi, notamment quand on a besoin, par exemple, de matériel, de dons ou de bénévoles. On en parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, l'Instagram de l'association PowerDog, Asso PowerDog. En tout cas, merci pour ce que vous faites, Fanny Lemaine, présidente de PowerDog. Merci beaucoup, James Lefort, d'avoir été avec nous, et à cette jolie famille, Séverine et Franck Cousin, cette belle famille d'accueil. Vous nous prendrez des photos avec ce petit quinquin qu'on aime beaucoup. Hein, et puis nous aussi on est famille d'accueil avec le rugby. Oui, je trouvais que Stéphane Pelé avait un peu changé. Bonsoir François. Il est mignon. Mais Didier il joue au foot, pas au rugby. Didier. Il est canin cet homme-là. De quoi parle-t-on dans un instant? Au cœur de la mêlée. Oui, bien sûr. C'est un week-end passionnant de rugby. Où les stades ont triomphé. Rochelais, Toulousain et Français. Voilà, avec les demi qui arrivent, bien sûr. C'est la phase finale du top 14. Et c'est un casting, on va dire 5 étoiles ou premium. Christian Califano, Antoine Astoy. Et puis on va revenir également sur la qualification de l'UBB avec Christophe Lossuc, un des entraîneurs bordelais. Et puis il y aura également Patrice Colazo, entraîneur de Montpellier, qui ne sera pas maintenu. C'est l'info qui vient de tomber. Il sera avec nous en direct vers 20h45. Merci beaucoup. En tout cas, on vous retrouve dans un instant. Merci Aurélie Gros, merci Stéphane Pellet, merci le G55, merci à toutes ces belles associations. On se retrouve demain à partir de 17h. À partir de 17h, donc au cœur de la mêlée à 20h02, à 20h le flash d'Elzario, mais tout de suite, Cécile de Ménibus dans Sud Radio à votre service. Et avec les Vrais Voix, on se retrouve demain à 17h. Passez une belle soirée. Salut. À demain.